Bonsoir. La population mondiale oscille autour de 7 milliards d'habitants, dont 1 milliard qui souffrent de la faim et 2 milliards de la malnutrition. Cela est dû en partie au déficit alimentaire, un déficit qui sera difficile à combler parce qu'on estime à 9 milliards 600 millions le nombre de personnes qui vivront sur la terre d'ici 2050. D'où la ruée vers les terres agricoles. Une ruée vers les terres agricoles qui présente des enjeux économiques, sociaux, géostratégiques et même politiques. Et dans ce numéro d'intelligence économique, nous en parlons. Quels sont ces enjeux? Qui en sont les acteurs? Et nous réfléchirons au scénario possible d'ici 2050. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. Pour ce numéro, je suis avec nos deux consultants. Monsieur Sadia Zouzou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Charles Sibaï. Monsieur Sadia Zouzou, il est spécialiste en intelligence économique. Avec lui, docteur Alexis Kofi-Yeboah, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sibaï. Nous rappelons que docteur Alexis Kofi-Yeboah est enseignant formateur à ECG, École de commerce et de gestion, ici à Abidjan. Il est aussi spécialiste en intelligence économique. Alors, le sujet, il est d'actualité, il est dense. La ruée vers les terres agricoles, quels enjeux? Alors, tout de suite, la question est quelle est l'ampleur du phénomène, docteur? Merci bien, monsieur Sibaï, de cette occasion que nous avons d'éclairer un peu l'opinion. D'abord, il faut qu'on définisse ce que c'est que l'accaparement des terres. C'est un phénomène qui désigne en fait le fait que les entreprises multinationales et même gouvernementales viennent dans les pays du Sud pour acheter des terres à grande échelle. Et c'est ce phénomène-là, un phénomène qui est controversé. C'est ce phénomène qu'on appelle accaparement des terres. Et en anglais, on parle de land grabbing. Donc c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et ce phénomène prend tellement de l'ampleur qu'il est important que ce soir, en tout cas que nous puissions éclairer l'opinion pour que ceux qui doivent prendre des décisions puissent les prendre. Alors, vous avez posé la question de savoir quelle est l'ampleur de ce phénomène de l'accaparement des terres. Alors, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, effectivement, parce que c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial qui concerne pratiquement tous les continents. Et les chiffres que nous avons eus nous parlent de 200 millions d'hectares qui sont concernés. Sur Land Matrix, on parle de 200 millions d'hectares. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2008, c'est un phénomène qui était marginal. Mais à partir de 2008, en 2008 et 2009, c'est-à-dire qu'en moins d'un an, nous sommes passés ce phénomène a été à peu près 50 millions d'hectares de terres vendues ou bien échangées ou bien l'objet de transactions financières. Et c'est un phénomène qui ne fait qu'aller en grandissant. D'où peut-être les inquiétudes, en tout cas d'une certaine partie de l'opinion, notamment les ONG, qui ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Ok. Sadia, l'accaparement des terres, apparemment ça sonne très négatif, ça fait peur. On a l'impression qu'il y a des terres qui appartiennent à certaines personnes et on voit les autres venir se l'approprier illégalement. Quelle est l'ampleur du phénomène? Oui, effectivement, l'accaparement des terres c'est un phénomène très très important, comme docteur Yeboah le disait tout à l'heure. Et l'Afrique possède 41% des terres fertiles mondiales. Et selon Land Matrix, qui est la base de données ouverte sur lesquelles sont enregistrées toutes les transactions foncières, on remarque que sur près de 1515 transactions foncières qui ont été enregistrées à travers le monde, plus de la moitié de ces transactions, on a dit tout à l'heure, concernent les terres agricoles et principalement dans le continent africain, et la zone qui est la plus concernée, c'est la zone de l'Afrique subsaharienne.
Il faut dire aussi que cela est dû au fait que aujourd'hui, déjà en 2011, la population mondiale a déjà dépassé la barre de 7 milliards de personnes et on estime qu'en 2050, donc, le nombre d'habitants sur la Terre atteindra le nombre de 9 milliards d'habitants sur la Terre. Et selon les estimations de la FAO, qui est l'organisation spécialisée de l'ONU en charge de l'alimentation, il faudra que, pour pouvoir combler les besoins de cette population mondiale, il faudrait que la production agricole s'accroisse de 70%. Et donc, cela dit, les pays occidentaux qui font de la prospective, un élément essentiel de leur politique, sur le plan national et international, ont déjà commencé à anticiper et bien entendu en achetant les terres dans les pays à travers le monde. Alors, quels sont les pays et les parties du monde qui sont exposés? Tout à fait. Tout à l'heure, vous parliez de l'Afrique, avec 40% des terres arables, peut-être même un peu plus. Okay. Mais il n'y a pas que l'Afrique. Non, il n'y a pas que l'Afrique. Il faut dire que, à part l'Antarctique, tous les pays du monde aujourd'hui sont exposés à ce phénomène de l'accaparement des terres. Et nous avons l'Amérique latine, nous avons aussi l'Afrique, l'Asie, l'Océanie même. Et citons quelques pays ici en Afrique, les PIC, il y a le Nigeria, le Cameroun, la RDC, aussi le Libéria et d'autres pays, l'Éthiopie. On va en Amérique latine, nous avons le Brésil avec la forêt d'Amazonie. Et les informations que nous avons font état du fait que dans un pays comme l'Indonésie, il y a l'équivalent de la superficie d'un stade de football qui disparaît chaque seconde. Cela au profit des grandes multinationales qui achètent ces terres-là pour produire soit du biocarburant, et je crois qu'on aura l'occasion de le dire tout à l'heure. Et donc c'est un phénomène véritablement qui est inquiétant. Et aujourd'hui, ça ne se voit vraiment pas comme d'autres phénomènes. Mais je veux dire qu'en Afrique, il y a des prémices qui arrivent aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps déjà, vous avez dû certainement entendre parler des problèmes fonciers entre les Dogons et les agriculteurs Peuls au Mali. Le même problème aussi a lieu aussi au Nigeria tout récemment. Donc ce sont des prémices qui montrent de cette... je dis de ce problème, de cette pression que nous avons sur les terres aujourd'hui. Ok, tout à l'heure, on voit que toutes les zones du monde, et surtout les zones du Sud, sont concernées par ce phénomène. Alors tout de suite, on va s'intéresser aux acteurs. Okay, qui sont ces acteurs? Oui, merci bien de cette question, mais on va peut-être... revenir un peu sur ce que M. Sadhadi a dit, en complétant un peu pour dire qu'en Afrique, les pays qui sont en tête, le top 5, il faut citer d'abord Madagascar, qui est un des pionniers. L'île continent dans l'océan Indien. Voilà. Oui. Ensuite, il faut citer l'Éthiopie, qui a mis en vente près de 7 millions d'hectares, qui s'apprête à mettre en vente près de 4 millions d'hectares de terre. Donc, voici les deux pays phares. Après, ces deux pays, alors, on peut citer notamment des pays comme la RDC, la RDC, le Nigeria. Le Nigeria n'est pas trop important. Il faut voir... le Congo-Brazzaville aussi, non, le Congo, c'est pas... D'abord, la RDC. La RDC. Ensuite, on va parler peut-être de Mozambique. Et puis bon, on descend vers les pays qui viennent juste de commencer, le Soudan. Après, il faut parler peut-être un peu, si on descend vers chez nous ici en Afrique de l'Ouest, on peut parler un peu du Ghana, un peu du Bénin. Mais c'est des phénomènes qui sont, on va dire, relativement, assez modestes dans ces pays que je viens de citer. Mais en Afrique, ici, en tout cas, le leader, c'est Madagascar. Et puis, vous avez l'Éthiopie. Voilà. Et donc, pour revenir à votre question, voilà, les acteurs, en fait, il y a d'abord les multinationales qui sont à la recherche de terres. Et puis, vous avez les fonds de pension et les fonds d'investissement, les fonds spéculatifs qui cherchent où placer de l'argent
parce que la terre est un facteur de production, mais qui permet d'avoir retour sur investissement rapidement. Et là où, après les différentes crises financières que nous avons connues dans le monde, la terre semble être un secteur où c'est un peu plus sûr. Donc il y a des fonds de pension qui cherchent des retours sur investissement rapides, qui viennent placer l'argent dans les terres. Et derrière cela, ce qui les pousse, ce qui les motive, c'est que quelquefois, ces fonds de pension bénéficient de certaines facilités en matière de fiscalité. Voilà. Donc, il y a les États, il y a les multinationales, et puis même, il faut aussi les États qui accueillent les entreprises, les multinationales. Les États même font de la politique pour qu'il y ait des investissements directs étrangers. Donc, il y a des pays qui ouvrent leurs portes à ce que les entreprises viennent acheter des terres. Tout à l'heure, nous en parlerons en ce qui concerne les IDE. Alors, je veux comprendre, docteur, quand vous parlez des multinationales agricoles, effectivement, et on sait que d'ici 2050, 50% de la population vivra dans les villes. Ça. Donc, c'est une population qui cherche à se nourrir, qui a des moyens pour se nourrir. Alors, tu veux bien manger et tu veux manger sain. Alors, du coup, les multinationales cherchent des terres pour pouvoir produire. Mais quand vous parlez de pays, alors là, je suis surpris. Oui, parce qu'il faut diviser les pays en deux catégories. Hein. Il y a des pays où il y a assez de liquidités. Hein. Il y a des pays qui sont assez nantis. Quand nous prenons les pays du Golfe, qui, après avoir accumulé beaucoup d'argent avec l'argent du pétrole, donc ces pays-là, de manière volontariste, poussent les entreprises, même les structures gouvernementales, même à aller acquérir des terres. Ah, donc il y a des pays qui se rendent dans d'autres pays du Sud et qui achètent des terres. Exactement. Pour les conserver. Exactement. Pour en faire des spéculations plus tard ou... Non, parce que ces pays sont soucieux de la sécurité alimentaire de leurs citoyens. Donc, ces pays, quand vous prenez l'Arabie Saoudite, vous prenez les Émirats arabes, quand vous prenez même, vous allez même un peu plus loin, vous allez en Corée et autres, ce sont des pays qui cherchent où produire des denrées pour pouvoir nourrir leur population. Et ce sont des pays qui ont beaucoup de liquidités, donc ce n'est pas un problème pour pouvoir acquérir les terres. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis vous avez un autre groupe de pays qui ont l'intention de sécuriser, de sécuriser leur patrimoine foncier en allant investir ailleurs. Hein, les pays, tout à l'heure j'ai parlé effectivement de la Corée. La Corée, ce n'est pas un pays qui souffre de la faim, c'est un pays qui est développé. Donc, mais, vous parlez là de Corée du Sud. Oui, exactement. Corée du Sud, voilà, et même le Japon, ce sont des pays qui cherchent à maîtriser en fait les terres, même ailleurs. Donc, et ces pays-là vont peut-être dans un pays du Sud aller louer les terres sur des millions d'hectares, notamment, en général, ce sont des rizières. Et il y a aussi certains pays qui veulent anticiper les problèmes liés à la crise que va provoquer la consommation de l'énergie fossile. Donc, ils veulent produire du biocarburant. Vous avez déjà entendu ici parler du jatropha. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a des pays qui veulent être à l'abri. Donc, ils vont emblaver des hectares dans les pays du Sud. Pour y produire du biocarburant dans le futur. Exactement. Au moment où le pétrole va diminuer ou disparaître. Bon. Exactement. Et donc, c'est un phénomène, il y a des pays qui se préservent, et puis il y a des pays qui veulent assurer en tout cas leur sécurité alimentaire, parce que nous avons vécu en 2008 ce qu'on appelle la crise alimentaire mondiale. Hein, c'est une crise qui est due un peu à la croissance rapide qu'il y a eu dans les deux pays qui font 1 milliard chacun d'habitants, notamment la Chine et puis l'Inde, où il y avait une classe moyenne qui s'est rapidement, on va dire, une classe moyenne qui était rapidement en croissance. Du coup, il faut se préparer. Et donc, au cours de cette crise,
le coût des denrées alimentaires a renchéri sur le marché et donc ces pays n'ont pas envie encore de vivre cette expérience. Voilà. Ok, d'accord. Alors, M. Sadia, donc les acteurs. Oui, effectivement, nous avons deux grandes catégories d'acteurs. Et nous avons d'abord les acheteurs et aussi nous avons les vendeurs. Parmi les acheteurs, le docteur Yeboah l'a dit tout à l'heure, nous avons les États. Nous avons les États. Il y a aussi les multinationales. Il y a les fonds spéculatifs. Il y a aussi, parmi ces acteurs, il y a les élites locales, notamment qui sont soucieuses de se faire, d'avoir des ressources additionnelles en plus de leurs activités qu'elles font, de se ménager une certaine réserve sur le plan foncier pour pouvoir augmenter leurs revenus. Donc, c'est comme ça qu'il faut. Donc, il y a deux grandes catégories. Et donc, parmi ces deux grandes catégories-là, comme je le disais tout à l'heure, il y a ces catégories-là utilisent des stratégies. Et il faut savoir, par exemple, que un pays comme la Chine, par exemple, il y a près de 15 villes qui se créent par an. Et à ce rythme-là, il faut pouvoir nourrir ces populations-là. Tout à fait. Et donc, pour nourrir ces populations, les experts au niveau de la Chine se sont rendus compte que, bien entendu, le ressort territorial de la Chine n'est pas, j'allais dire, les capacités de foncières sont moindres par rapport à l'évolution de la démographie galopante. Parce que 15 villes qui se créent, ce sont des terres agricoles qui disparaissent. Exactement. Au détriment de la ville. Exactement. Et pourtant, les populations qui y vivent ont besoin de manger. Et bien entendu, les populations qui y vivent ont besoin de manger. Et on a vu que véritablement la classe moyenne se développe véritablement à une vitesse exponentielle. Donc, de ce fait, il faut véritablement trouver en dehors du continent chinois, par exemple, pour parler du cas de la Chine, des recours où il faut faire des investissements pour pouvoir préserver pour leur population pour avoir une certaine sécurité alimentaire. C'est la même chose aussi pour les pays comme le Japon. On sait très bien que le Japon, la densité démographique au niveau de la population japonaise est très très dense, d'où la nécessité véritablement aussi de chercher à trouver des points de chute en cas de choses, en cas de problème. Sandia, il y a un phénomène aussi qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'il y a certains États africains qui, eux, décident de vendre leurs terres. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de vendeurs, mais d'acheteurs. C'est curieux. Mais bien entendu, le docteur a parlé tout à l'heure de la crise alimentaire de 2007, suivie par la suite de la crise financière de 2008. Cela, sous le prétexte d'envoyer des investisseurs, des investissements directs étrangers dans les pays, les grandes puissances ont fait croire aux pays africains qui détiennent ces terres que, véritablement, le fait d'investir dans la terre pourrait être un facteur très important qui leur permettrait de pouvoir faire face aux crises alimentaires. Et du coup, on vend les terres aux grandes puissances. Bien entendu, et très souvent, ces terres sont vendues véritablement, le mot est peut-être trop chaud, mais ce sont des terres qui sont bradées. Et pratiquement le mot encore plus fort. Encore plus fort et en contrepartie de certaines exonérations au niveau fiscal. Donc, je veux dire, il y a ce phénomène-là qui est là et qui fait que les États africains qui sont toujours en position de faiblesse sont obligés souvent d'accepter véritablement que ces pays-là fassent des investissements. Mais l'un des arguments avancés aussi par ces grandes puissances, c'est de dire que, écoutez, vous avez beaucoup de terres, ces terres qui sont sous-employées, et vous n'avez pas les moyens de faire les investissements qu'il faut. Nous allons investir dans la terre et ça va apporter une plus-value à la terre. Et ça va aussi apporter, je vais dire, de l'emploi aux populations locales. Et donc, ce sont ces prétextes-là qui sont utilisés et pour amener les dirigeants des pays du Sud, notamment, à faire des facilités pour que ces grandes puissances-là puissent venir prendre ces terres-là en Afrique.
particulièrement. Mais ce n'est pas seulement en Afrique, on a parlé aussi de l'Amérique latine, c'est pratiquement le même procédé. Tous les pays du Sud. Alors, docteur, on voit les raisons, Oui, les raisons sont diverses. Alors, on va revenir sur les raisons et surtout, on va insister sur les différents enjeux. en tout cas, les enjeux sont très importants parce que vous savez, la terre est une ressource, on va dire, stratégique. Donc, il y a les enjeux derrière. Quand on a la terre, c'est qu'on on peut produire. Et la terre, on a un lien avec la terre. Donc, quand on dit la terre, il faut voir un peu plus large, hein. Sur la terre, il y a les eaux. Hein. Sur la terre, il y a là où nous allons cultiver. Il y a là où les parcours des animaux, notamment les pâturages et tout ça, ça est sur la terre. Et donc, les enjeux sont très importants parce que la terre n'est pas... Il n'y a pas de terre libre sur la planète. Toutes les terres ont quelque part des propriétaires. Donc, les enjeux, c'est que, par exemple, il y a des populations qui sont expropriées parce que vous savez que dans nos pays, il n'y a pas suffisamment... Il y a beaucoup de lacunes dans notre système juridique qui protège les terres. C'est maintenant que nous sommes des pays en construction. Donc, nous avons beaucoup de difficultés, notamment pour faire immatriculer les terres. Du coup, les populations autochtones, souvent, n'ont pas beaucoup de droits sur les terres. Donc, il y a des populations qui sont menacées. Il y a des cultures qui vont disparaître. Quand je dis culture, je vais parler des habitudes, des mœurs, des civilisations même qui vont disparaître. Parce que lorsque une multinationale vient occuper 4 millions d'hectares, ça ne se fait pas comme ça. C'est sur le terroir d'un peuple. Du coup, les enjeux sont très importants. Ensuite, derrière ça aussi, il y a les enjeux financiers, il y a des sommes énormes qui sont en jeu. Il y a des cabinets d'avocats, il y a des banques qui sont intéressées. C'est des affaires qui se font. Il y a aussi le fait que ça me permet d'aller un peu dans la polémique, un peu dans ce que M. Sadia disait tout à l'heure. Aussi, c'est des éléments qui... Vous voyez, dans les pays du Sud, nous sommes des pays où l'agriculture n'est pas assez, on dit, assez efficace en termes de rendement. Une agriculture familiale à faible rendement. Voilà, donc du coup, en face, certains économistes disent, mais en Afrique, vous avez beaucoup de terres, vous avez beaucoup d'espace, mais vous n'arrivez même pas à nourrir vos populations. Il est bien que d'autres personnes viennent, d'autres entreprises qui ont la technologie, qui ont les moyens, investissent pour que ces entreprises puissent contribuer à nourrir la planète. Voici, vous voyez, quand on met les deux éléments en face, bon, les arguments peuvent vraiment se tenir. En Afrique, par exemple, 60% de la population active est essentiellement à l'agriculture. Si vous prenez la fonction publique, ce n'est que 2 à 3% de la population active. Et dans nos pays, en général, les recettes fiscales sont consommées à 50% par la fonction publique. Là où l'argent doit aller pour créer la croissance, pour créer le développement, l'argent n'y va pas. On n'arrive pas à nourrir nos populations. Donc, il est bien aussi qu'il y ait des entreprises qui viennent produire. Mais là où le bas blesse, c'est que lorsque vous avez une multinationale qui vient produire dans votre pays, cette multinationale n'est pas obligée de produire ce que votre population a l'habitude de consommer. Du coup, vous êtes en train de perdre petit à petit ce qu'on appelle votre souveraineté alimentaire. Voici quelques éléments d'enjeu que nous pouvons en présenter à travers la question que vous venez de nous poser. Et un autre élément, je risque d'oublier, c'est que, vous savez, la Terre contient des éléments de la biodiversité. La Terre fait partie des... Il y a des aspects qu'on dit, ce sont des éléments non marchands. Et donc, la Terre renferme les semences, renferme les graines, renferme même les gènes, renferme des choses normales qui ne devaient pas être commercialisées. Mais dès lors que vous commencez à faire des transactions financières, vous commencez à pomper l'eau du sol, vous commencez à irriguer peut-être de manière exponentielle, vous commencez à utiliser des produits phyto,
à une dimension qui peut dépasser même l'échelle d'un pays, vous commencez à toucher à ce qu'on appelle les éléments perturbateurs du climat. Donc il y a des enjeux derrière, on peut même revenir dessus, mais il y a des éléments importants. Et je préfère m'arrêter là sur ce point. Moi, je vais rebondir pour dire ici que ce qui se joue là, c'est la survie de l'agriculture familiale. Et quand on sait très bien que l'agriculture familiale est celle-là qui permet, j'allais dire, au pays du Sud, en grande partie, de vivre. Donc, en plus de l'accaparement des terres aussi, il faut dire aussi ce qui est en jeu, ce sont les ressources hydriques, c'est-à-dire le contrôle de l'eau. Tout le monde connaît très bien l'importance de l'eau dans la vie des individus sur la terre. Et donc nous savons très bien en achetant les terres de façon massive, c'est le contrôle de l'eau qui est en jeu ici. Et je pense que en analysant, les pays occidentaux, les grandes puissances ont compris que celui qui contrôlera les terres agricoles africaines contrôlera l'alimentation du monde. Donc les enjeux, ce qui se joue là et qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est véritablement la survie des pays du Sud. Et quand vous regardez les cartes, vous avez demandé des raisons, il y a les raisons tout à l'heure, il y a des raisons politiques. Consécutivement à l'accaparement des terres, il y a deux exemples qui sont très très simples que je voudrais évoquer. Allons-y. Oui, il y a l'exemple de deux pays d'Afrique du Sud, de Zimbabwe. Le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Consécutivement à la guerre des bourgs entre les Huguenots hollandais et les Anglais, je pense que l'Afrique du Sud, ces colonisateurs se sont installés sur les terres d'Afrique du Sud et aussi au Zimbabwe et ont accaparé une grande partie de la terre. C'est ainsi que, par exemple, au Zimbabwe, 5% de la population du Zimbabwe, qui est une population blanche, occupe avec 85% des terres arables. Et donc, c'est ce qui a fait que, c'est un des éléments qui était à la base des rébellions qui étaient menées par les différents mouvements conduits notamment par Robert Mugabe et qui a conduit aux accords de Lancaster House. L'un des éléments des accords de Lancaster House, c'était la réforme agraire. Mais cette réforme agraire qui, j'allais dire, chaque fois, qu'est-ce que ça veut dire la réforme agraire? C'est-à-dire, les Européens ont accaparé 85% des terres et les Africains, qui sont 80% de la population, n'avaient pas accès aux terres. Donc, au cours de ces accords-là, ces accords sont déroulés à la chose en Angleterre, les colons européens ont promis de faire la redistribution des terres aux Africains. Et cela n'a pas été fait. Et je pense, là, au moment où le président Mugabe qui était là avait voulu véritablement faire cette redistribution des terres, je pense que les colons européens s'en sont allés et l'agriculture zimbabwéenne a eu des problèmes. Et nous savons très bien que la famine a commencé à frapper cette population-là. Et je me suis dit que c'est l'une des causes lointaines, j'allais dire même, qui ont touché le départ de Robert Mugabe. Tout récemment, je crois même pas plus tard qu'aujourd'hui, le successeur de Jacob Zuma, le président sud-africain, a décidé de faire la réforme agraire, c'est-à-dire aussi de redistribuer les terres après l'apartheid. Je crois que ça faisait partie de l'un des points de discussion après la libération de Mandela. Et bien, donc, c'est le nouveau président qui est arrivé maintenant a décidé véritablement de passer à l'acte en redistribuant les terres. Vous avez tout récemment, il y a, je crois, le président Donald Trump des États-Unis qui a fait un tweet dans lequel il demandait aux autorités sud-africaines de ne pas exproprier les propriétaires blancs et il les accusait aussi de massacrer les agriculteurs et les fermiers d'origine européenne, pour dire le mot comme il faut. Mais je veux dire que c'est une question très, 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 très sensible. Et quand vous regardez la carte du monde aujourd'hui, vous regardez là où se trouvent les terres, vous regardez l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, le Moyen-Orient, etc., etc. Vous voyez que la partie verte qui est encore sous-exploitée, c'est la partie du continent africain. Donc je veux dire que sur le plan géopolitique, les puissances font valoir véritablement leur puissance pour avoir le contrôle de ces ressources-là. Donc il y a aussi d'autres raisons qui ne sont pas encore bien vues. Mais je pense que le docteur a dit tout à l'heure que celui qui a votre terre, véritablement,
il a aussi votre vie en main. Merci beaucoup. Tout de suite, on va parler de la lecture que vous faites de cette situation, vous en tant que un spécialiste en intelligence économique. Quelle lecture vous faites de cette situation? Non, c'est un sujet qui est très important. Je pense que c'est un phénomène qui doit être pris au sérieux. C'est vrai que d'abord, faut pas le rejeter. Lorsque les terres sont accaparées par les multinationales, ce sont des devises qui viennent dans le pays. Ce sont des nouvelles technologies qui viennent dans le pays. Ce sont des nouvelles manières de produire qui viennent dans le pays. C'est du travail pour la main-d'œuvre. Il ne faut pas le négliger. Voilà. Et du point de vue économique, c'est une bonne chose. D'ailleurs, depuis que nous sommes dans la globalisation, les capitaux doivent circuler, les hommes aussi doivent circuler. Même si aujourd'hui on dit qu'il y a des frontières, que bon, on ne peut pas aller d'ici, mais c'est là, on dit libre circulation des hommes et des biens. Donc c'est la même chose. Et on parle de mondialisation. Voilà, nous sommes dans la mondialisation et c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Mais là où il y a quand même des éléments où il faut faire attention, c'est que la terre, comme je l'ai dit, la terre c'est un symbole. La terre est un terroir. La terre a une histoire. Et lorsque on vient occuper la terre, bien entendu, il y a une partie des hommes qui profitaient de cette terre-là, qui sont lésés. C'est là que les États, les autorités doivent être vigilantes pour préserver les intérêts des populations, surtout des peuples autochtones. Quand vous prenez par exemple les Maasai en Tanzanie, lorsque on vient acheter les terres, ils n'ont plus d'espace où chasser, ils n'ont plus d'espace où exprimer leur culture. C'est la même chose chez nous ici aussi en Côte d'Ivoire, c'est la même chose dans tous les pays. C'est là que les autorités doivent faire attention. Et je pense qu'un autre élément qui est très important, vous savez, un pays existe par trois éléments. Le territoire, le peuple et puis un gouvernement. Lorsque vous avez vendu toutes vos terres... Donc par territoire, vous pensez à la terre. Bien sûr, par territoire, il y a d'abord la terre. Si vous avez fragmenté ou bien morcelé la quasi-totalité de vos terres, il est sûr qu'il y a une partie de votre terre sur laquelle vous n'avez plus le contrôle. Donc il ne vous reste que peut-être le gouvernement et peut-être même le peuple même n'est plus sur la terre en question. Donc il y a des parties de votre territoire qui vont vous échapper. Et ça fragilise aussi les États. D'ailleurs, je vais vous dire que par exemple, si on prend le cas du Honduras, le Honduras, vous connaissez l'entreprise qui s'appelle Chiquita. Chiquita, c'est une entreprise qui produit la banane. D'ailleurs, l'expression République bananière vient de Chiquita parce qu'ils avaient un nom, un ancien nom, mais le nom aujourd'hui, c'est Chiquita. En fait, c'était une compagnie qui avait acquis massivement les terres et tellement cette entreprise était devenue puissante, elle pouvait changer le gouvernement comme elle voulait. Et il y avait une personne qui dit qu'il était plus facile d'acheter un député du Honduras que acheter une mule. Vous voyez? Donc, lorsque une multinationale acquiert les terres, elle devient puissante et elle peut devenir même une menace pour le pays. Donc, nous, en tant que spécialistes d'intelligence économique, nous devons dire à nos dirigeants, partout où ils sont, s'ils nous écoutent, la terre est un élément stratégique. Il ne faut pas, sous prétexte qu'on est en train de courir après les IDE, il ne faut pas brader la terre comme ça. Il faut toujours mettre des garde-fous. D'ailleurs, on peut ici quand même saluer peut-être, si vous permettez, les autorités de la Côte d'Ivoire qui récemment viennent de mettre en place l'agence qui va être chargée de gérer la terre, l'AFOR. Et c'était une très bonne chose. C'est une structure qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Donc, l'agence du foncier rural. Parce qu'il faut encadrer, il faut canaliser toutes ces choses. C'est vrai qu'on court après les PPP, les partenariats publics-privés, c'est une bonne chose, mais il faut d'abord sécuriser ce que nous devons manger. Donc il y a deux éléments, la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire.
Okay. Lorsque, par exemple, vous voyez Cargill en Indonésie emblaver des hectares de forêt, c'est pour planter du palmier à huile. Mais on ne va pas consommer du palmier à huile tout le temps. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, les peuples qui sont ici ne vont pas se mettre à consommer du palmier à huile. Ils vont manger tel temps. Si vous laissez les terres comme ça dans les mains d'une multinationale, vous mettez votre pays même en danger. Ok, docteur. Alors, c'est ça, j'ai bien écouté, docteur. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans le monde, 75% des pauvres sont des agriculteurs. Et sur 1,38 milliard de paysans, il n'y a seulement que 28 millions qui ont une machine agricole. Donc, dans un tel contexte, on s'est dit, mais écoute, est-ce qu'il ne serait pas bienvenu les investissements directs sur l'économie? En vendant nos terres, les gens viendront investir, et puis bon, voilà, les choses iront bien. Oui, moi je voudrais orienter mon analyse un peu sur deux angles, un peu sur l'angle sur l'analyse des facteurs endogènes et aussi les facteurs exogènes. Il faut dire par exemple que nous avons, au niveau interne, nous avons des faiblesses. Il y a des faiblesses au niveau des pays du Sud. Notamment des faiblesses réglementaires, des faiblesses réglementaires, faiblesses de gouvernance. Exactement, il y a la sécurisation du foncier. Et les documents auxquels nous avons eu accès font état que seulement 10% des terres agricoles en Afrique, j'allais dans les pays du Sud, sont enregistrées. Donc ça, ce sont des faiblesses en interne qui sont véritablement criades et qui permettent, j'allais dire, à ces personnes qui viennent accaparer ces terres-là, de prendre ces terres-là véritablement sans vraiment bourse déliée, si on peut le dire. Donc il y a ces éléments-là aussi. Il y a aussi le fait que en interne, nous avons aussi nos forces. Nos forces, c'est que nous avons de la terre. Donc la terre, dans un avenir très prochain, sera véritablement au centre de toutes les convoitises dans un avenir prochain. On a dit tout à l'heure ici que l'avenir de l'humanité, et j'ai dit la phrase tout à l'heure, que celui qui contrôlera les terres agricoles africaines contrôlera l'alimentation mondiale. Donc celui qui contrôle ton alimentation, te contrôle. Il contrôle ta vie. Bien entendu. Maintenant, il y a aussi les facteurs exogènes, je vais dire. Qu'est-ce qu'il y a comme menace un peu qu'on peut analyser comme en tant que nous, quand nous faisons les analyses, enfin nous sommes aussi des Africains et puis donc nous sommes les premiers concernés. Je pense que il faut que les gouvernants africains fassent beaucoup attention aux contrats qu'ils signent souvent. Parce que les investisseurs étrangers qui viennent, ils présentent les choses sous leur bonjour et très souvent, j'allais dire, les côtés qui ne sont pas positifs ne sont pas montrés. Donc je vais dire que sur ce côté, il faudrait que nos dirigeants se projettent dans l'avenir et fassent de la prospective pour savoir que nous avons le réchauffement climatique qui est véritablement en train de venir aujourd'hui et qui est véritablement important et qui menace tous les pays. En termes d'opportunités, est-ce qu'on peut dire que, en se basant sur les IDE, moi, dans mon analyse, je pense que les bénéfices qui sont attendus de ces transactions, de cet accaparement des terres, ne sont véritablement pas à la mesure des conséquences que cela peut provoquer. Donc, voici l'analyse que moi je fais de cette situation. Docteur Revou, on sait qu'en vendant nos terres, on bénéficie des investissements directs sur notre économie. Donc, les gens, ils viennent, ils investissent, ils modernisent l'agriculture. Et puis, bon, tant mieux pour le pays aussi. Non, je pense que, bon, quand on dit vendre, on va un peu trop fort. Quand même, ce n'est pas des ventes, ce sont en général... ce sont des baux, en fait. Sur une période. Voilà, sur une période. Mais je crois que je peux rejoindre quand même M. Sadia dans l'essentiel de ce qu'il a dit. Mais je garde quand même une certaine modération en disant que
l'apport des multinationales n'est pas forcément négatif. Au contraire, nous avons des ressources qui sont sous-exploitées. Et il y a des compétences et des structures financières qui veulent les mettre en valeur. Et c'est une bonne chose. Si Kadhafi n'était pas mort, par exemple, certainement que le Mali serait en train de produire du riz. Il y a un bon projet qu'on appelle Mali-Libya, qui est un grand projet qui devait quand même accompagner un peu le développement du Mali. Donc il y a des choses quand même qui sont bien, qui sont faites. Seulement, je reviens sur ce que j'ai dit, le pays ne doit pas perdre ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Parce qu'on ne va pas manger du soja, on ne va pas manger du palmier à huile, on ne va pas manger du jatropha. On va manger du riz, des céréales, etc. Donc, je crois que c'est là, en fait, que... Oui, mais il y a ça, ce qu'il a dit tout à l'heure. Il y a un élément partant en Côte d'Ivoire ici. Lorsque vous allez, par exemple, dans les zones où il y a des grandes plantations, par exemple, dans la zone de Dabou, etc., c'est de plus en plus difficile pour les populations de trouver des aliments. C'est bien. C'est bien d'avoir ces investissements directs là, mais je vais dire qu'à long terme, ça ne va pas être facile pour les populations. Étant donné que ces contrats qui sont signés, si par exemple vous avez parlé des bails amphithéotiques, des bails de 30 ans, 99 ans, on ne connaît pas les termes réels de ces contrats qui sont signés avec les populations. Donc ça, c'est un élément qui est véritablement important. Je crois qu'en Amérique latine, par exemple, les populations l'ont compris. Si on se base un peu sur ce qu'on appelle le phénomène de latifundia, ce sont des véritables, des grandes exploitations qui ont été faites depuis l'époque coloniale. Et aujourd'hui, vous avez des populations qui se retrouvent pratiquement sans terre. Exactement. Ils cherchent juste une petite parcelle pour pouvoir cultiver de la nourriture. C'est difficile. Le phénomène a commencé même à faire des victimes, même déjà dans un pays comme le Libéria aussi, qui est victime aussi de land grabbing. Donc ce sont des éléments qui sont importants. Ceux qui sont dans la région de Bétier, par exemple, là-bas, semble-t-il, le régime des bananes va jusqu'à 3 000 à 4 000, parce que c'est vrai qu'il y a la richesse qui est produite avec les cultures industrielles telles que les VA, etc., etc. Mais de plus en plus, ces cultures-là prennent la terre. Et donc, véritablement, ce qui est important, en tout cas, je rejoins le docteur sur ce point, pour dire que c'est vrai que nous avons besoin d'investissements directs, mais il faut faire beaucoup attention. Mais il y a un autre élément que nous ne voyons pas, c'est le contrôle des ressources hydriques. Nous savons très bien que l'être humain ne peut pas vivre sans eau. Mais celui qui achète la terre n'achète pas seulement la terre en tant que telle. Il y a aussi la terre, mais il y a aussi le sous-sol. Donc, il y a la terre, le sous-sol. Et il faut faire véritablement attention. Moi, je fais appel, c'est un appel de pied que je fais aussi aux spécialistes, j'allais dire aux juristes, pour enfin véritablement commencer à se pencher vraiment sur apporter assistance aux populations locales. Parce que les révoltes ont déjà commencé dans les autres continents, tels qu'en Amérique, etc., où les populations indigènes pratiquement ont été chassées de leurs terres. Et il faut que les Africains comprennent aussi que les nombreuses crises ou bien les nombreuses guerres, les nombreuses révolutions qu'on voit sur le continent africain, en réalité, lorsqu'on fait les analyses de fond, on va voir que le problème de la terre est un élément très important. Et ces guerres-là sous-tendent ces intérêts qui sont cachés et que la plupart du temps, les populations ne voient pas. Je ne peux que confirmer ce que M. Sassadi a dit. Hein. Voilà. En 2009, ce qui s'est passé à Madagascar, où les soulèvements qui ont eu lieu, le président est obligé d'abandonner le pouvoir, sont en partie dus au land grabbing. C'est-à-dire les terres ont été... Les pauvres ont été, on va dire, dépossédés des terres, dont toutes les révoltes de la population étaient liées en tout cas au problème de terre. Et en tout cas, c'est aussi pour interpeller en tout cas les dirigeants. C'est-à-dire si on se met sous peut-être qu'on cherche des sous pour développer son pays, que les gens sont dépossédés, il y aura toujours des conflits qui peuvent même menacer le pouvoir. D'accord. À vous écouter, les grandes puissances cherchent à avoir des terres sur le continent. Alors, comment se déroule cette compétition entre les grandes puissances? Docteur. Je pense que, bon, sur ce point, comme je l'ai dit, nous sommes dans ce qu'on appelle la mondialisation. Donc, chaque pays, en fonction de sa force,
sa force géopolitique, géostratégique, notamment quand vous prenez les pays du Golfe. Ces pays ont plus sous influence certainement les pays comme le Soudan, hein, des pays qui sont quand même relativement assez proches. Quand vous prenez les pays comme la Chine et l'Inde, vous voyez, c'est une puissance. La Chine vient avec tout. Donc, quand la Chine vous construit un stade, et derrière, si la Chine vous demande un espace pour faire du riz, vous savez que le gouvernement est pratiquement, on va dire, à la main liée. Voilà. Le mot. Voilà. Donc, chaque pays, chaque puissance vient avec... mais ce qui est important, c'est que ce qui est brandi, c'est les investissements directs étrangers. Et même les structures comme le FMI, la Banque mondiale encouragent un peu que bon, le pays soit ouvert à attirer les IDE. Heureusement que la FAO, depuis quelques temps, commence à dire attention, il y a les peuples autochtones, il y a les paysans, attention, il y a l'agriculture familiale qui est menacée. Ok. M. Sadia, donc la compétition se joue entre les grandes puissances. Oui, bien entendu, la compétition se joue entre les grandes puissances et le terrain sur lequel le théâtre d'opération de cette compétition-là, c'est bien entendu principalement le continent africain et puis de façon accessoire un peu le continent américain. Et donc, je pense que les pays ont diverses stratégies. Quand on prend par exemple les pays européens ont un passé colonial déjà qui sont déjà des opérateurs historiques déjà sur le terrain. Mais il y a des puissances émergentes, un peu comme l'Inde et la Chine, qui, fort de leurs excédents, commerciaux véritablement très importants, interviennent et investissent massivement dans les terres en Afrique. Et en plus de ces pays aussi, nous avons des pays du Moyen-Orient, tels que les pétromonarchies, tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., qui ont acheté de très grandes étendues. Ce qui inquiète ici, c'est l'étendue des achats. On achète des terres à 1 million, 2 millions d'hectares de forêt en même temps. Et je pense que ce sont des choses qui sont... il faut véritablement que les dirigeants africains puissent véritablement se réveiller et bien regarder ces contrats. Et Dr Yebo a parlé tout à l'heure du fait que certains États, comme l'État de Côte d'Ivoire par exemple, on parle aussi de l'Australie, de la Côte d'Ivoire, d'Afrique du Sud, et les documents auxquels nous avons eu accès nous ont permis de savoir que des pays comme la Côte d'Ivoire ont mis comme principe d'interdire aux étrangers d'acheter les terres. Ça, c'est ce que ces documents nous ont dit. Mais il faut aussi véritablement que c'est une bonne chose d'avoir créé l'agence foncière, mais il faudrait que les dirigeants qui animent ces structures-là fassent beaucoup de communication, informent les populations. Notamment, il y a un projet, par exemple, sur la délimitation des terroirs villageois. Donc, il faut expliquer aux populations ce que cela couvre. Qu'est-ce qui sous-tend cela? Et aussi, il est demandé aux populations aussi de faire immatriculer leurs terres. Mais là, il y a un problème aussi au niveau du cas de la Côte d'Ivoire. Lorsque vous voulez immatriculer votre terre, on vous demande par exemple de voir un géomètre agréé. Un géomètre agréé, ça ne coûte pas. Ça coûte très cher. Et pour immatriculer une terre, je crois que c'est 25 000 francs par hectare. Bon. Ou s'étend le terroir villageois, ou s'étend... Si on délimite le terroir villageois, qu'est-ce qui est fait de cette partie qui reste et comment cela va se faire? Bien entendu, de plus en plus, je pense que les experts qui sont sur le terrain nous ont remonté les informations selon lesquelles il est demandé aux populations d'immatriculer leurs terres. Là, c'est un problème parce que généralement le propriétaire de la terre est un problème. Qui est le propriétaire de la terre? Est-ce l'État? Est-ce les communautés locales qui sont propriétaires de la terre? Donc ce sont des éléments qui doivent être clarifiés suffisamment pour que on puisse évidemment que les populations soient protégées. Parce que c'est de ça qu'il est question ici. Protéger la population. Alors docteur, notre émission tire à sa fin très rapidement. Et quels pourraient être les différents scénarios possibles dans le futur si on continue sur cette lancée de
de la ruée vers les terres agricoles? Moi, de mon point de vue, on ne peut pas arrêter ce phénomène. Ce phénomène va aller grandissant parce que nous sommes, comme je l'ai dit, dans la mondialisation. Nos pays sont à la recherche de fonds pour se développer. Donc, les terres vont être de plus en plus achetées. N'oubliez pas qu'il y a des acteurs cachés qui ont intérêt à ce que les terres soient vendues. J'ai parlé un peu des entreprises, des intermédiaires, des courtiers, des hommes d'affaires, des hommes politiques même qui ont des intérêts particuliers à ce que les terres soient achetées. Donc ce phénomène va aller grandissant. Seulement, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y aura certainement des révoltes, des conflits. Nous en avons ici chez nous, même si ce n'est pas la même chose. Vous voyez au nord déjà, le fait que nos voisins, les sortissants des pays voisins, viennent un peu à l'ouest, ils viennent un peu au niveau du nord, ça commence déjà à poser quelques petits problèmes. Donc les conflits vont aller grandissant. Et je crois que les autorités doivent prendre la mesure de la situation et puis encadrer ce phénomène. Merci. Encadrer ce phénomène, Sadia? Oui, les scénarios sont que moi je peux avancer. Le premier est que dans à très court terme, du fait des différentes guerres qu'on a observées dans certains pays comme la RDC, comme au Libéria, comme en Sierra Leone, et même aussi chez nous ici en Côte d'Ivoire, a créé une certaine vulnérabilité qui a permis, j'allais dire pour le cas de la Côte d'Ivoire que je connais un peu plus, a permis à certaines personnes de venir des pays environnants, tels que je parle principalement du Burkina Faso, qui ont colonisé des terres dans l'ouest africain, plutôt dans l'ouest ivoirien. Et il ne se passe pas de jour sans que les médias, que ce soit les médias d'État ou bien les médias privés, les journaux, ça relaient, je vais dire, des risques, même des affrontements entre les populations, donc sur les problèmes de terre. Donc ce sont des signes annonciateurs véritablement de ce que si les pouvoirs publics actuels ne prennent pas les décisions comme il faut actuellement pour faire face à ces situations, cette zone et ce phénomène qui naguère était seulement concentré sur la zone de l'Ouest et qui s'étend maintenant vers le nord, vers le nord-ouest et le nord de la Côte d'Ivoire, amener des déflagrations qui pourraient mettre en mal des relations entre les pays qui sont les voisins de la Côte d'Ivoire et aussi et la Côte d'Ivoire, comme je viens de le dire. Donc c'est véritablement très important. Nous avons le cas de la forêt de Gouindegue que vous avez relayé. Il y a aussi l'autre cas aussi dans la forêt, l'autre forêt du Mont Péco, de la forêt du Mont Péco, toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et pour lequel les pouvoirs publics en Côte d'Ivoire ont pris des mesures pour pouvoir mettre fin à un certain nombre de choses. Mais je veux dire que c'est une question complexe et pour laquelle il faut faire véritablement attention. Et le cas le plus simple, c'est l'un des cas les plus patents, c'est le cas de la RDC. Vous avez vu, ayant été fragilisé, un grand pays comme la RDC aujourd'hui est pratiquement infiltré par le Rwanda. Je veux dire que le développement du Rwanda, en grande partie, est beaucoup basé, certes, peut-être sur les ressources internes du Rwanda, mais beaucoup des ressources viennent de la partie qui fait frontière avec le Rwanda. Donc, étant peut-être dans des organisations sous-régionales, ayant des traités, mais il faut faire véritablement attention parce que la question de la terre est une question vitale. Et qu'à long terme, si on ne prend pas garde, cela peut entraîner vers d'autres situations. Okay. Le cas des pays européens, là, je voudrais répondre là-dessus. Allons-y. Oui, les Européens. Et je pense que l'immigration, dont nous avons parlé pendant nos dernières émissions, sont des signaux qui montrent déjà que si les populations, si les grandes puissances accaparent les terres agricoles africaines et que les Africains ne peuvent plus se nourrir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les bateaux et prendre la route de la mer et pour prendre tous les moyens possibles pour aller leur vie. Au péril même de leur vie pour aller en Europe. C'est bien d'envoyer de l'argent chaque fois pour soutenir des projets ici, mais tant que le mal tant qu'on ne prend pas des décisions pour pouvoir anticiper à la base, le mouvement
ce mouvement que nous observons aujourd'hui, qui est regrettable, risque de continuer. Ok, merci beaucoup. Je le disais, notre émission tire à sa fin. En 30 secondes, docteur, votre dernier mot aux dirigeants et à la population africaine, même aux Occidentaux qui investissent massivement dans les terres agricoles sur le continent. Non, je voudrais dire simplement que ce phénomène va aller en grandissant. Tout ce que nous demandons aux dirigeants, c'est que ce phénomène soit encadré, que les juristes soient mobilisés, mis au travail, qu'on protège les populations vulnérables et que ce phénomène soit vraiment maîtrisé. Parce que la terre, c'est la vie, la terre, c'est des terroirs, la terre, c'est des cultures. Merci, docteur. Oui, moi je veux dire que la question de la terre est une question complexe, qui a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'implications. Et nous voudrons, à travers cette émission, demander aux décideurs de tous les pays de véritablement être regardants, notamment sur les transactions foncières qui se passent et qui de plus en plus ce mouvement va s'intensifier, et faire appel aussi aux différentes intelligences dont regorgent les pays pour pouvoir s'appuyer sur surtout sur les expertises locales pour pouvoir faire face vraiment à ce péril-là. Ok, merci beaucoup. Merci. Notre émission est terminée. Chers téléspectateurs, nous parlions des enjeux de la ruée vers les terres agricoles dans un contexte de rareté des terres arables et surtout des changements climatiques. Nous étions avec le Dr Alexis Kofi Yeboah. Merci. Il est consultant pour l'émission, il est formateur à l'école de commerce et de gestion ECG ici à Abidjan et spécialiste en intelligence économique. Également, M. Sadia Zouzou, merci. Il est spécialiste en intelligence économique. Merci de nous avoir suivis et restez sur Business 24 Africa.